Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'RTV, bienvenue dans votre émission On en discute. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir M. Jean-Pierre Guénaud, historien, écrivain. Merci Jean-Pierre d'avoir accepté mon invitation. Pour parler de ce thème qui fait l'actualité de manière régulière en réalité quand on s'intéresse en tout cas à ces choses-là, c'est l'état de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Alors, il y a une relation toujours très intéressante entre la France et ces pays-là. Ce sont des pays de l'ancien empire colonial français. Et puis, il y a eu les indépendances. Et la première question que je voulais vous poser, Jean-Pierre, c'est est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un bilan de ces indépendances d'une manière globale ou est-ce qu'il faut le faire par pays? Il faut d'abord essayer d'avoir une vue globale parce que c'est un problème qui est resté un peu secret jusqu'à il y a 10 ans. On en faisait des tonnes sur la décolonisation. On n'évoquait pas la colonisation. Et pour avoir une idée de l'ampleur de la chose, il y a 2 textes à lire. Il faut revenir, il faut faire un arrêt sur image, un retour en arrière. D'abord, il faut voir ce qu'était le manuel scolaire de cours moyen édité par la librairie Armand Collin en 1914. Il y avait un certain Ernest Lavis, très connu, puisqu'il écrivait l'histoire de France. C'était le manuel qui formait tous les petits écoliers français. Et voilà ce que dit Lavis. Un pays noble comme la France a mis fin aux ravages des bandits venus de Chine. Dans l'Afrique du Nord, elle a empêché les peuples qui lui sont soumis de se battre les uns contre les autres. Dans l'Afrique occidentale, elle a fait cesser l'esclavage et mis fin aux atrocités de petits rois pillards et massacreurs. Partout, elle enseigne aux populations le travail. Elle crée des routes, des chemins de fer, des lignes télégraphiques. La France a créé des écoles dans ses colonies. Elle s'efforce et s'efforcera de plus en plus d'instruire ces sujets et de les civiliser. Donc là, on est dans les bienfaits de la colonisation. Là. Alors, on continue, on saute quelques dizaines d'années et on arrive avec Paul Reynaud en 1931. C'est le livre d'or de l'exposition coloniale internationale de Paris. À l'époque, Paul Reynaud est ministre des colonies. Écoutez bien ce qu'il dit. Aujourd'hui, la conscience coloniale est en pleine ascension. Des millions et des millions de Français ont visité les splendeurs de l'exposition coloniale de Vincennes. Nos colonies ne sont plus pour eux des noms mal connus dont on a surchargé leur mémoire d'écoliers. Ils en savent la grandeur, la beauté, les ressources. Ils les ont vus vivre sous leurs yeux. Chacun d'eux se sent citoyen de la grande France, celle des 5 parties du monde. Cette révélation vient à son heure. Alors que la lutte économique est plus sévère que jamais, les colonies enseignent aux Français le courage et la confiance. Elles n'accueillent point les faibles. Il faut avoir l'âme bien trempée pour y prospérer et seulement pour y vivre. L'élite qu'elles exigent et qu'elles forment aura le corps robuste et le cœur sans défaillance. Ceux à qui manqueraient ces qualités s'élimineront d'eux-mêmes. La rudesse de la tâche à accomplir fera les soldats ouvriers. Voilà. Tout est dit d'une certaine façon. Le projet est clairement annoncé. On est parti de là. Donc ensuite, il y a tout ce qui se passe. Je rappelle qu'entre 1830 et la veille de la Première Guerre mondiale, la France redevient le second empire colonial du monde. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest après la décolonisation ? Eh bien, il y a une néocolonisation rampante qui n'a jamais cessé. C'est ce qu'on a appelé, un peu plus tardivement, la France-Afrique. La France-Afrique, tout à fait. Alors la France-Afrique, on sait qu'il y a des affaires qui ont fait la une des médias, qui ont mis en scène des noms qui restent connus de tous aujourd'hui. Pierre Péan, François-Xavier Verschave, un magistrat, Eva Joly. Les affaires, résumons rapidement, c'est Gratiné. L'affaire des diamants, Bokassa. Carrefour du développement, Elf, l'Angola Gate avec Pierre Falcon. C'est pas des petites affaires, c'est pas des petites histoires, c'est quelque chose d'énorme. Et puis on a de sacrés mercenaires aussi qui sont sur le terrain. Bob. Et alors on en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. La France est rejetée de façon assez violente.
on a l'impression qu'il y a une sorte de Brexit avec cette Afrique de l'Ouest. Après des années et des années d'affaires, de collaboration, de complicité, où le gouvernement français a soutenu ses intérêts, parce que beaucoup de ces pays ont un aspect stratégique, que l'on parle du Mali, du Tchad, du Sénégal, du Burkina, et puis si on sort de ces zones-là, l'Algérie, le Sahel, une partie d'Afrique du Nord, voilà tous les pays qui défraient la chronique actuellement, qui rejettent la France pour différentes raisons. Il y a des choses qui ressurgissent. Dans tous ces pays, on sait qu'il y a du pétrole, on sait ce que sont les enjeux. Il n'y a pas que du pétrole, c'est des pays ces matières premières, très riches. Il y a ces matières premières dont on a besoin, les terres rares, le gaz, le pétrole, les pierres précieuses, enfin, beaucoup de choses. Et puis il y a eu longtemps de la main-d'œuvre à bon marché, ce qui est quand même utile pour des pays qui se développent, qui construisent. Et on a vu qu'il n'y a pas trop d'affect, il n'y a pas trop d'état d'âme. Il y a encore une affaire aujourd'hui, quand on projette la prochaine Coupe du Monde de football, on voit que le palace des Bleus, de l'équipe de France, là-bas, a été construit par des ouvriers surexploités, qui vivent dans des taudis, qui viennent de pays défavorisés, qui ne sont même pas protégés par les lois en cours dans le pays où ils travaillent. Bien. Donc il y a tout ça. Et on vient de vivre deux cataclysmes définitifs, deux champs du cygne. À travers le Brexit, à travers la mort d'Élisabeth d'Angleterre, je crois qu'on a vécu un champ du cygne. Les Anglais ont pris définitivement conscience du fait que l'Empire britannique, c'est fini. N'est plus. C'est terminé. De la même façon, avec ce qui est en train de se passer au Mali, au Tchad, au Sénégal, au Burkina, eh bien la France est en train de réaliser que l'Empire français, à travers ce qui était devenu sa traduction, la France-Afrique, c'est définitivement fini. La France-Afrique aura été une prolongation de l'Empire, après une soi-disant décolonisation, avec cette colonisation en pente, et puis c'est fini. C'est fini. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle page qui se tourne, et donc ce serait fini comme vous le dites, ou est-ce que c'est juste une tendance qui donne des signaux qu'il faudrait changer certaines choses, renégocier certaines... Non, il y a quelque chose qui est éventé parce que tout est révolu. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel la colonisation de la France s'est faite. Après la Belle Époque, au moment de la Belle Époque, les pays développés, dont la France, se disaient « on vient de connaître un essor considérable ». Tout explose dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le bon sens du mot. Tout prospère. La science, les arts, l'architecture, la poésie, l'industrie. Tout est formidable. Et évidemment, les gouvernants, partout, dans les pays dits nantis, se disent « mais comment on va continuer ? Comment retrouver un second souffle ? Il nous faudra toujours plus de sources d'énergie, de main-d'œuvre à bon marché, d'or, de matières précieuses, de pierres précieuses, de charbon, de gaz, de pétrole. » Et là, il y avait des empires à prendre. Il y avait des empires finissants. L'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Et puis, il y avait des zones à conquérir. C'était le cas de l'Afrique, qui était à conquérir. Une partie de l'Asie, ça a été plus compliqué. Eh bien là, c'est exactement pareil. Il y a des empires finissants. Donc, il y a des places à prendre qui intéressent d'autres gens, d'autres empires. Alors, les empires finissants sont... l'Empire britannique, on l'a dit, c'est fini. C'est totalement révolu. Ce qui restait de l'Empire français à travers ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est fini. Eh bien, il y a des gens qui veillent, bien sûr, au coin du bois. Alors, on peut parler de la Chine. Des pays émergents. Oui, émergents, ou enfin très puissants, qui sont déjà des empires, alors on va dire. On peut parler de la Russie, de ce qui reste de l'Empire soviétique. On peut parler de l'Inde. Bon.
Voilà de nouvelles entités. Par ailleurs, il y a aussi l'entité des pays arabes, mais c'est une entité divisée. Et puis il y a l'Europe à côté de tout ça. L'Europe qui est une autre forme de fédération, peut-être une autre forme d'empire en puissance. Et les États-Unis, bien sûr. Et les États-Unis, qui eux ne cessent de perdre du terrain et qui cherchent à se raccrocher aux branches, avec toutes les crises qu'on a connues depuis quelques décennies, comme ce qui s'est passé en Afghanistan. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et ce qui est compliqué, c'est que dans toutes les anciennes colonies qui ont été, entre guillemets, décolonisées, les pays qui les avaient colonisées ont miné le terrain. D'abord, ça a été coupé au cordeau. On a parfois, dans certains pays, injecté des religions dans des zones où elles n'étaient pas implantées. Donc on a accentué les particularismes religieux, comme au Liban, par exemple. Donc on arrive à une situation très, très compliquée, et très souvent, cette néocolonisation, la France-Afrique, elle a débouché sur des relations avec des gouvernements un peu bizarroïdes. Sur place. Oui, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'ils n'étaient pas très, très propres. Enfin, on a souvent négocié avec des corrompus, soutenu des régimes qu'on n'aurait pas dû soutenir. On n'a pas les mains très propres à cet égard. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que ces gens nous rejettent, mais quelle que soit l'intention des autochtones, des gens qui habitent ces pays, leur problème ne se résume pas à rejeter la France, au rejet de la France. Leur problème, c'est de retrouver les droits fondamentaux qui devraient être les leurs, que ce soit au Mali, au Tchad, au Sénégal. Mais comment cela se mettre à l'abri des coups d'État, ou l'Algérie qui est tellement mal gérée et où le gouvernement est tellement corrompu qu'en fin de compte, ce peuple algérien qui devrait être un des peuples les plus riches du monde, aujourd'hui est poussé vers la sortie du jeu, vers l'immigration, parce que les richesses sont accaparées, elles ne sont pas partagées, et la gestion est tellement mauvaise qu'on arrive à tirer peut-être 5% du potentiel disponible. Docteur Sékou Kondé, ce bilan des indépendances, il est tout de même à faire maintenant. Il y a plusieurs décennies que les pays africains, d'Afrique de l'Ouest, pour la région qui nous intéresse, sont indépendants. Quel bilan vous faites? Oui, c'est une pertinente question. Le bilan, il est mitigé. C'est-à-dire que le bilan est très fort en termes d'expérience. Les États-nations en Afrique ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces États ont, dans un premier temps, en ce qui concerne les pays africains, l'Afrique de l'Ouest précisément, il y avait deux groupes qui avaient revendiqué des formats. Donc il y avait ce qu'on appelait le groupe de Casablanca et puis le groupe de Monrovia. De quoi s'agissait-il? Ceux qui revendiquaient l'indépendance intégrale, et l'autre groupe qui, quand même, voulait rester et accompagner l'Empire. Ouais. Donc, dans les deux cas, la Guinée du président Ahmed Sékou Touré, pendant le référendum de 1958, il a dit non au référendum et a demandé l'indépendance. Cependant, c'est le système, c'est le modèle de gouvernance, c'est le modèle d'État qui est resté. Donc les États, les micro-États-nations ont été créés, copiant le modèle de l'ancienne puissance coloniale, administration coloniale, sans pour autant, il faut le préciser, exiger les contraintes, sans pour autant vérifier tous les mécanismes liés au contrôle, à l'évaluation et à la surveillance. Donc, moi, je dis aujourd'hui, le bilan en un mot peut se présenter de deux manières. Premièrement, il faudrait que
Et du côté de l'Europe, du côté de la France, il faudrait que la France revoie sa copie en termes d'évaluation des relations avec les pays africains, les États-nations en Afrique. Mais de l'autre côté, il faudrait que l'élite africaine évalue, fasse autocritique, fasse son bilan pour dire on ne peut pas accuser intégralement les autres. 63 ans, c'est quand même une durée qui doit nous permettre, nous aussi, de savoir ce qu'on a fait de notre indépendance. Mais continuer de la même manière, avec la même méthodologie, donc déjà peut-être même dans l'œuf, oui. Est-ce que la formule État-nation était celle qu'il fallait vraiment pour construire ces pays? Mais non, l'histoire de l'Afrique a été élaborée, a été construite sur l'éclatement des nations. Il y avait les grandes nations en Afrique, les empires qui commençaient, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire du Manding, c'était des grands empires. Toute l'Afrique de l'Ouest, c'était une grande nation. Et la succession des événements, je sais pas, la traite des esclaves, et tous les événements qui ont suivi jusqu'à la conférence de Berlin en 1885, le partage de l'Afrique. Donc, cet émiettement des nations africaines en micro-États porte des germes de conflit. Porte des germes de conflit. Donc le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, c'est des micro-États. Et ces États-là auraient dû se constituer en nation. Mais la Guinée-Bissau, elle est portugaise, la Guinée-Conakry, elle est française. Ouais. La Sierra Leone, il y a d'autres réalités. Donc, le partage, le tracé colonial a porté des germes de conflit, premièrement. Secondement, après l'accession à l'indépendance, ces États n'ont plus voulu accepter. Il faut le reconnaître, les nouveaux États indépendants n'ont plus voulu accepter l'intangibilité, enfin, les frontières élargies. Ils ont voulu, enfin en 1963, avec la création de l'OIA à Addis Abeba, reconnaître l'intangibilité des frontières. Donc, cautionner le tracé colonial. Ouais. Et ça aussi, ça porte des germes de conflit. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec quel bilan? Chaque petit État, chaque micro-État a une armée. Et chaque armée n'est pas constituée pour faire la guerre. Les armées dans les micro-États, dans les États-nations en Afrique, sont essentiellement portées à représenter la souveraineté nationale. Donc, aucun État de la sous-région ouest africaine, en tout cas, n'a gagné une guerre. On a fait la guerre contre son voisin. Donc le Boko Haram avec le Nigeria, le Boko Haram persiste, il est là. L'armée nigériane, la plus puissante de la sous-région, n'a pas pu résister. Au Mali, depuis les indépendances, et précisément depuis 2012, on est en face, enfin depuis la chute de Benghazi, on est en face à des organisations terroristes que l'armée malienne n'arrive pas à contenir. Donc, les armées sont beaucoup plus portées vers le pouvoir, vers la prise du pouvoir, et même l'exercice du pouvoir, que vers la défense du territoire. Comment ces pays d'Afrique de l'Ouest pourraient-ils justement voir un petit peu ces fondamentaux qui pourraient leur permettre d'abord de défendre leurs droits et puis leur liberté, pourrait-il se faire puisqu'on parlait des indépendances maintenant qui ont eu lieu il y a, je ne sais pas, près de 60 ans, enfin plusieurs décennies, c'est une zone totalement instable politiquement. On passe de coup d'État en coup d'État. Comment un État peut-il réellement s'organiser, donner du travail à la population, instruire les gens, leur donner du pouvoir d'achat, lorsque les régimes ne sont jamais stables durablement? Il faut d'abord qu'ils arrivent à se défaire des régimes qui les gouvernent. Et ça, c'est très compliqué, parce que c'est souvent des régimes tenus par des gens qui s'enrichissent et par des pouvoirs coercitifs.
Si on va de coup d'État en coup d'État, ça veut dire que l'armée joue un rôle fondamental qui est plus important que celui des institutions parlementaires et démocratiques. Il y a une chose qui m'apparaît évidente aujourd'hui, c'est que l'Europe, qui commence enfin peut-être à ne plus seulement être une Europe du portefeuille, mais qui commence peut-être à s'orienter vers ce vieux rêve qui était celui de Victor Hugo, qui est une Europe de la culture, des civilisations, de toutes les racines qui nous réunissent, elle se résume trop aujourd'hui au nord, à l'est, bien qu'il y ait actuellement des problèmes avec une partie de l'est, avec le problème russe, et à l'ouest. Et je cherche désespérément une Europe de la Méditerranée qui irait plus loin vers le sud. Mais n'était justement pas le rôle, j'ai envie de dire, premier de la France dans cet équilibre des puissances européennes? J'entends par là la place, cet équilibre entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France, où on avait une Allemagne qui regardait, Hitler le faisait, qui regardait davantage vers l'Est, une Angleterre qui joue un petit peu la carte de ses rapports privilégiés avec le monde anglo-saxon, et une France qu'on voyait plutôt regarder vers sa façade sud, et donc dans des relations qui auraient dû être mieux entretenues avec ces pays de la rive sud. Si la France perd ce côté-là, quid de cet équilibre? Elle a un handicap, la France, c'est-à-dire que si on cumule le problème algérien, qui a été celui d'une guerre qui n'a toujours pas le nom de guerre, qui est toujours baptisée en France comme une opération de pacification par beaucoup de gens. C'est donc comme Poutine en Ukraine, alors. D'une certaine façon. Et là, oui, tout à fait, c'est le même mot. Et la gangrène qui s'en est suivie. Il y a ça, d'une part. D'autre part, il y a tout ce qu'a été la politique France-Afrique depuis, avant même, depuis la fin de De Gaulle jusqu'à avant-hier soir. Donc on est très très mal placé pour donner des conseils. Il va falloir refaire une virginité, ça ne va pas se faire comme ça. Et c'est possible? Comment est-ce que la France, justement, pourrait redorer son blason en laissant parler l'Europe. Les acteurs de ces régions. Je pense qu'elle est interdite de parole pour un certain temps. En laissant parler l'Europe? En laissant parler l'Europe, en soutenant le projet européen. Mais je ne pense pas que ça puisse venir de la France par elle-même. Ça ne peut venir de la France que si l'Europe devient son levier et si on accepte dans un premier temps l'idée d'une Europe de la Méditerranée et dans un second temps l'idée d'une Europe qui va plus au sud. Parce que l'alternative, elle est assez terrible et elle est déjà là. Sur les Chinois qui rachètent tout, qui envahissent tout sur le plan économique. Peut-être les Russes qui sont aux aguets, pas très loin. Et puis d'autres pays comme l'Inde, qui sont des pays qui émergent et qui ont été victimes eux aussi lourdement de la colonisation. Mais justement, les Russes, pour parler d'eux, ils y sont militairement. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau aussi. D'accord, les Chinois achètent tout, comme vous le disiez, donc là on est dans un aspect un peu commercial, donc qui peut gêner, mais qui est peut peut-être s'entendre. plus important que l'autre, aujourd'hui. Mais maintenant ils sont deux, c'est-à-dire qu'il y a et le commerce et le côté militaire, donc ça serait perdre cette région deux fois. Oui, mais on garde aussi des forces militaires non négligeables, sont les restes de la France-Afrique. Il peut y avoir un affrontement France-Russie en Afrique, ou existe-t-il déjà d'ailleurs? Moi, je suis historien. Je ne suis pas là pour tirer des plans sur la comète. Je sortirai de mon rôle. Mais il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire. La grande intelligence de De Gaulle, au début de la Seconde Guerre mondiale, ça a été de comprendre que le vrai champ de bataille décisif, stratégique, pour la guerre qui s'annonçait, ne mettrait pas seulement en scène le front russe, avec tout ce qui s'y est passé, mais que beaucoup de choses se passeraient en Afrique noire et en Afrique du Nord. Et c'est avec cette idée que De Gaulle a rallié les colonies, que Pétain, à l'époque, méprisait. Ouais.
Et c'est ce qui a fait, ce ralliement des colonies a été décisif. On évoque beaucoup les Russes, on évoque les Américains, on oublie trop souvent que le rôle de ceux qu'on appelait les tirailleurs, les Sénégalais ou les gens d'Afrique du Nord a été prédominant pour la France dans les 2 guerres mondiales qui ont ravagé le XXe siècle. Donc, il faut garder cette leçon en tête. C'est de tout ce qui s'est passé à Dakar, de ce qui s'est passé à Bir Hakeim, de ce qui s'est passé en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans beaucoup de médias, quand on parle de cette région aussi, on parle aussi beaucoup de terrorisme. Et ça, ce serait aussi un empêchement vers le développement de cette région. Qui dit terrorisme, déjà, parle aussi d'impossibilité pour les gens de vivre, de s'épanouir, de travailler, de développer tout simplement leur pays. Comment est-ce que cela s'articule-t-il aussi avec, comment dirais-je, une possible... Enfin, comment peut-on possiblement se passer d'une aide venue de l'extérieur quand on n'arrive pas, de ce côté-ci, à se défaire un petit peu de cette menace? Mais ce qui fait le lit du terrorisme, ce sont tout un tas d'enjeux cachés. D'abord, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait des ravages. C'est aussi le fait qu'il y a des enjeux cachés. L'Afghanistan a des côtés géostratégiques, mais n'intéresserait personne si ce n'était pas le plus grand grenier de drogue de la planète. Et c'est pour ça qu'il a intéressé les Américains, c'est pour ça qu'il a intéressé les Russes, il a intéressé tout le monde. Il y a des pays épouvantables comme la Corée du Nord qui n'intéressent personne, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de champ de pavot, il n'y a pas de... Bon. Donc même la drogue, il faut contrôler ça. Et alors la force de certains gouvernements uniques, on voit ce qui se passe avec les talibans, on voit ce qui se passe avec l'islamisme. Le bilan, là, on commence à avoir du recul dans tous les pays où les intérêts islamiques, je ne parle pas de l'islam, mais de l'islamisme, ont triomphé. C'est pas brillant, c'est effrayant. C'est effrayant. Il faut regarder ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui passe... Il y a un problème gigantesque, là. Et tout ça fait le lit du terrorisme, donne à des mouvements radicalisés une forme de légitimité, tout simplement. Et c'est ça qui complique tout. Donc, il faut sortir d'une forme de corruption pour commencer progressivement à échapper au terrorisme. Et cette corruption, c'est celle qui a ravagé l'Afrique pendant toute la période de la France-Afrique. C'est une forme de corruption. Nous avons maintenu nos intérêts en développant des liens, en soutenant des gouvernements corrompus et en corrompant nous-mêmes. Enfin, on sait aujourd'hui que les gens qui investissaient beaucoup là-bas, qui extrayaient le pétrole, qui travaillaient, on sait qu'il y avait des rétrocommissions. Enfin, tous les scandales dont on a parlé tout à l'heure, Carrefour du développement, Elf, c'est très clair. Ce qui a fait les délices d'Eva Joly à un moment donné, c'est qu'il y a eu des corruptions fabuleuses. Peut-être pas d'enrichissement personnel de la part des gens qui étaient aux manettes, mais enfin, toutes les grandes entreprises qui étaient là-bas... et ça n'a jamais cessé. On est encore en train Ils y sont encore. À l'heure où on parle, si on revient à ce qui se passe avec la Coupe du Monde de football, on est en train de voir qu'il y aurait eu des entrevues secrètes, des échanges, on aurait vendu des avions, on aurait fait pression sur la fédération, sur la FIFA, pour aller dans un certain sens. Très franchement, Jean-Pierre, est-ce que ce serait étonnant qu'il y ait des pressions de part ou d'autre lorsqu'il y a tellement d'argent en jeu? On ne découvre pas le monde, on ne découvre pas l'être humain. Ou est-ce que cela n'existe pas? J'ai l'impression parfois, quand on parle de ces choses, qu'il y a ou bien des gens qui font semblant de découvrir le monde, ou l'être humain,
enfin, je sais pas, c'est tellement étonnant. J'ai du mal à comprendre que quand il y a peut-être, faudrait pas qu'il y ait autant d'argent en jeu, et même parfois il y en a beaucoup moins. Et le simple ego de l'être humain fait qu'il a envie de dominer son prochain, et que ça suffit déjà à aller chercher comment corrompre quelque institution que ce soit. Est-ce que ça, c'est à remettre? Alors, je vais défendre un petit peu ce côté-ci, mais il y a ce fameux dicton qui dit que pour qu'il y ait un corrupteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit possiblement corruptible. Est-ce que ces gens aussi, ces régimes africains dont vous parliez, n'ont pas largement, très très largement profité de toutes ces choses au détriment du bien de leur propre population? Ne sont-ils pas eux-mêmes aussi à considérer comme des coupables? Mais c'est un problème mondial. C'est un problème mondial. Il y a deux fléaux qui perturbent et qui menacent l'avenir du monde aujourd'hui. C'est le refus du partage et c'est le gaspillage. Ça rime. Partage et gaspillage. Refus du partage. Il y a dans tous les pays nantis des gens qui regardent l'étranger comme un ennemi, qui pensent que les étrangers viennent manger leur pain. C'est absurde. L'humanité n'a toujours progressé que par le partage. Et puis gaspillage, puisqu'un tiers de ce que les pays nantis produisent passe à la poubelle. Donc ça, c'est très clair. Donc la solution, elle est là. Il faut une sorte de raisonnement mondial. Quand on cherche pour les organisations internationales un destin, il est peut-être là. Il est peut-être de ne pas seulement maintenir la paix, mais de faire progresser les gens vers l'esprit de partage. C'est encore plus important que les aspects écologiques. C'est l'écologie de l'être humain. Certes, tout ce qui est climatique est très important, tout ce qui relève du gaspillage est très important, mais avant tout, le maître mot, c'est le partage. Et il y a urgence. Il y a urgence. Voilà, dans ce domaine. C'est là qu'est la solution. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que des majorités, des pays qui ont une très belle réputation, une très belle histoire, un très beau passé, dont ils sont parfois trop fiers, donnent des leçons aux petits régimes corrompus de tout un tas de pays, dont on a facilité la corruption pendant des années et des années. On est très mal placé pour donner des conseils et pour aider les populations que vous évoquiez tout à l'heure à se libérer des jougs qui les oppressent. Aujourd'hui, dans notre temps à nous, c'est cet investissement de plus en plus agressif de pays émergents, de nouvelles puissances, la Chine, sur le plan commercial, la Russie, qui militairement, cette fois, est présente. Qu'est-ce que ça promet pour le développement de ces pays? Mais pas grand-chose. C'est un rêve. C'est-à-dire que les manifestants que vous voyez, que nous voyons dans les capitales africaines sont en partie les jeunes que vous retrouvez sur le chemin de l'immigration, dans les océans, dans le désert. C'est-à-dire que c'est une jeunesse sans repère, donc qui cherche un bouc émissaire. Et les jeunes militaires qui prennent le pouvoir dans les pays africains ne sont pas comme les premiers coups d'État. D'abord, il y a cette notion de coup d'État qui est devenue une tradition, une malheureuse tradition africaine. De 1960 à 2022, les statistiques, les dernières évaluations sont à 98 coups d'État. C'est quand même une explication suffisante en Afrique pour bloquer le processus de l'évolution des États. C'est clair. Alors finalement, il faut soit intégrer le phénomène militaire à la conduite des affaires de l'État, ou alors faire en sorte que la sous-région puisse se doter d'une armée qui soit de nature à protéger le territoire. Et, par exemple, la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, y compris les 16 pays, y compris la Mauritanie. Alors, pour revenir au phénomène des boucs émissaires, l'Union soviétique, la Chine, la France, il faut regretter la nature de nos relations avec nos vieux voisins, la France. L'Europe n'est plus le centre du monde.
l'Afrique non plus. Alors nous sommes en banlieue. Et l'Afrique et l'Europe, nous sommes en banlieue du monde. Donc le centre du monde s'est déplacé. En Asie? En Asie, ce qui fait de nous des voisins. Mais lorsque vous prenez la population africaine, c'est quand même une potentialité suffisante pour l'Europe, pour la France, en termes de consommation. Mais les relations sont restées diplomatiques. Les relations humaines ne se sont pas développées. Donc, il faudrait transformer cette région en marché. Il faut, même pas en marché, ce serait trop dire. Il faudrait, je verrais très bien des systèmes de jumelage entre des villages européens, français, des villages guinéens et burkinabés, entre les villes, et plusieurs formes d'échange. Mais malheureusement, c'est entre les gouvernements qu'il y a des négociations, des pourparlers. Entre la population et la France, c'est soit le visa, oui ou non. Et même les bourses d'études sont tellement sélectives que finalement, à part ma génération, toutes les autres générations n'ont pas connu aucune possibilité d'échange en termes d'éducation. Donc ça nous éloigne les uns des autres. Maintenant, la pauvreté, la mauvaise gouvernance, l'insécurité en plus, les conflits intercommunautaires font qu'aujourd'hui les gens cherchent des boucs émissaires. Alors, lorsque vous dites on ne veut pas de la France, on veut de l'Union soviétique, moi je veux bien. Mais ce que j'aurais souhaité en Guinée, au Burkina, au Mali, c'est de dire je ne veux pas Mamadou, mais je veux Bakary. C'est-à-dire que je ne veux pas M. Keïta, mais je veux M. Sidibé. Vous comprenez? C'est-à-dire que revendiquer un autre Malien, un autre Sénégalais, un autre Guinéen, vous ne pouvez pas sortir d'un système que vous avez considéré colonial et que nous considérons colonial pour vous engager dans un autre système que vous ne connaissez pas du tout. Donc moi je pense que c'est une aventure, c'est une vue de l'esprit, il faut calmer les esprits, c'est un malentendu de voisinage, il faut explorer historiquement les erreurs des uns et des autres. Mais malheureusement, docteur Condé, si je devais parier, moi, sur le fait qu'on puisse calmer les esprits, je parierais le contraire. Calmer les esprits, c'est ce qui me semble être la chose la plus difficile à faire, à réaliser, et aujourd'hui plus qu'hier. Que pourrait-il y avoir comme outil véritablement efficace pour sortir disons le mot, du sous-développement? D'abord, premièrement, il faudrait le sous-développement. Après 60 années d'indépendance. Le développement doit être une priorité. C'est-à-dire que les interventions militaires, les groupes d'interposition, je veux dire la diplomatie conventionnelle, n'est pas la solution. C'est le développement, c'est les projets de développement systématiquement organisés qui pourraient constituer une réponse à la pauvreté. Parce que tout le problème tourne autour de la pauvreté, premièrement. Deuxièmement, l'insécurité. Donc, la surpopulation, la mauvaise gouvernance. Quand il n'y a pas la transparence, quand il y a la corruption, naturellement, il n'y a pas la justice. Donc, encore une fois, vous prenez le franc CFA, vous prenez les coopérations entre les pays occidentaux et les pays africains, et le système éducatif dans nos pays, le système actuel qui ne s'adapte pas. Donc, il y a une désorientation d'un côté comme de l'autre, et cela demande la clarté du discours. Et la clarté, il faut se dire la vérité. Alors, lorsque le général de Gaulle, nous on était très jeunes, passait en Afrique, c'était un discours. Lorsque François Mitterrand, Giscard d'Estaing, c'était un autre discours. Aujourd'hui, le président Macron reçoit les jeunes leaders des réseaux sociaux en France pour parler de l'Afrique. Ce n'est pas des porteurs d'opinion, c'est des animateurs d'opinion. Moi, je pense qu'il faut se prendre au sérieux. On ne nous prend pas suffisamment au sérieux, me semble-t-il. Jean-Pierre Guénot, remarque sur ce qui vient d'être dit. Ça me paraît remarquable. Je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit, et il y a un point commun entre les pays qui peuplent ces empires finissants, l'empire britannique, l'empire français qui a eu sa prolongation avec la France-Afrique, c'est que les gens sont déboussolés, ils n'ont pas de point de repère. Voilà, ils ont affaire à des gens qui ne sont pas porteurs
de projets qui sont, dans le meilleur des cas, vous le disiez vous-même, des animateurs, rien d'autre, et qui n'ont rien d'autre à projeter bien loin de projets de société, ils ne projettent qu'eux-mêmes, ils ne projettent que leur ego. Et c'est sans doute pareil en Afrique avec ceux des dominants qui arrivent à émerger, ils ne projettent que leur ego. Il n'y a pas de vrai projet collectif, on n'est pas tourné vers les autres, on est tourné vers soi. Et tout le problème est là, et c'est ce qui fait que les gens sont totalement déboussolés, qui ne savent plus à qui se vouer. J'avais développé lors des avant-dernières élections un projet intitulé « Votons » pour essayer de lutter contre l'abstention en France. Et le sous-titre, c'était ce que Jaurès, De Gaulle et Saint-Exupéry ont encore à dire aux Français déboussolés. De la même façon, je publierai l'an prochain, en 2023, un livre sur la colonisation, car on a énormément écrit sur la décolonisation, mais il y a encore 10 ans, la colonisation, qui est un siècle plus tôt, était absente des programmes scolaires. Et il y aura dans ce livre, suivant mes techniques, des paroles de prédateurs, ils n'ont pas manqué, et des paroles de proie. Et ce qui est remarquable, ce que les gens devraient relire, ce sont tous les grands penseurs africains ou noirs, et pas seulement ceux qui ont été assassinés, qui ont écrit des choses absolument admirables, qui ont tout compris, qui ont tout analysé, et qui, eux, étaient porteurs de projets. Quand De Gaulle, en 1943, rêve de déboucher sur une nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme, il va chercher un conseiller, qui est une femme, qui est Simone Veil, pas la femme politique, Simone Veil, la philosophe, celle qui va mourir à Londres de la tuberculose. Elle a le temps, avant de mourir, de lui déballer un avant-projet, elle meurt trop tôt, et qui va être publié à titre posthume par Albert Camus, bien après sa mort. Cette femme, Simone Veil, ne donne pas à De Gaulle ce qu'il lui a demandé. Il lui a demandé un préambule à une nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. Elle lui sort un préambule à une nouvelle déclaration des devoirs envers l'être humain. Pas des droits de l'homme, des devoirs. C'est une inversion totale. Ouais. D'abord les devoirs, avant les droits. On parlera des droits, juste après. Et nous sommes toujours malades, dans un pays comme la France, des origines de la colonisation, de gens qui ont une face lumineuse et une face ténébreuse, comme Jules Ferry ou Renan. Car ces gens-là savaient très bien, quand ils ont déclenché le mécanisme de la colonisation, le hors-d'œuvre ayant été l'Algérie, la conquête de l'Algérie entre 1830 et 1850, ils savaient très bien que ces pays qu'on prétendait émancipés, on les asservissait. Alors ils se sont donné un alibi épouvantable. Cet alibi est simple. Nous incarnerions, nous, pays nantis, des civilisations supérieures, chargées de tirer vers le haut des civilisations dites inférieures. Un président a dit un jour que l'Afrique n'avait pas d'histoire. C'était le même genre de mépris. C'est épouvantable. Et quand on met le doigt dans cet engrenage, on sous-entend qu'il y aurait des sous-hommes sur la planète, des catégories de sous-hommes. On sous-entend qu'il y aurait des Untermensch. Et quand on met le doigt dans cet engrenage et qu'on le fait tourner, au bout de l'engrenage, il y a la Shoah. Et la raison pour laquelle en France, il y a toujours une omerta, pourquoi les historiens ont du mal à localiser les véritables raisons de la Première Guerre mondiale, qui n'est rien d'autre que la prolongation des guerres coloniales. Parce que nous, Français, nous sommes cartésiens et nous avons un don que tout le monde n'a pas. Nous sommes arrivés à conceptualiser, des gens comme Renan, Jules Ferry et d'autres, ce qu'on appelle la raciologie, c'est-à-dire la différenciation qualitative entre les races. Il n'y a rien de plus grave. Il n'y a rien de plus grave que ça. Et on en paye encore les conséquences aujourd'hui, partout. Partout. Et c'est comme ça que... Alors c'est pour ça que j'attends beaucoup de l'Europe, parce que je pense que si elle ne se comporte pas en empire, mais en
en une sorte de mutuelle, de mutualisation. Et si elle a l'intelligence de regarder vers l'Afrique du Nord, de regarder vers l'Afrique tout entière, et de ne pas continuer à exclure ce continent. Vous savez, quand on regarde les photos de la NASA, vous savez comment on arrive à délimiter les pays riches des autres? La lumière. La lumière. Les pays riches, le Japon, les États-Unis, l'Europe, certains pays riches en pétrole sont illuminés. Il n'y a pas d'économie d'énergie là. Et puis les autres sont dans le noir. Voilà. Eh bien, la lumière, elle viendra de la prise en compte de tout ça et de ce que j'appelle l'esprit du partage, qui est plus urgent que tout le reste. Docteur Sékou Kondé, une dernière question sur votre pays, la Guinée. Comment voyez-vous l'avenir de votre pays? Je voudrais d'abord rebondir juste un mot par rapport à la brillante explication de M. Guéno, pour dire oui, moi je n'attends rien de l'Europe. Je suis un universitaire guinéen, africain. Je veux prendre ma part de responsabilité. Je considère que je suis dans un État, dans un pays souverain qui a 63 ans de souveraineté, qui a l'âge d'apprécier les différences. On ne nous fera pas de cadeaux. L'Europe, l'Occident ne sait pas développer, mais elle sait sous-développer. Donc notre longue histoire a réglé cette question. N'attendons pas des autres quelques recettes de développement pour nous. Parce qu'en 200 ans ou plus, ils n'ont pas pu nous aider à nous développer. Donc ne restons pas là. Ce qu'il faut faire, ce que nous pouvons faire ensemble, c'est de développer, c'est de promouvoir la réflexion. Il ne faut pas cesser de réfléchir à l'avenir, à la vision des choses. En cela, l'Europe a quand même fait des mutations que nous aussi, nous devons prendre en considération. Alors, et ça, c'est au plan global. Donc, le niveau de l'éducation, l'alphabétisation, la redéfinition du rôle de l'État, la prise en considération des mécanismes traditionnels de gestion de crise et de résolution des conflits. Autant de facteurs et de cofacteurs négligés volontairement, certainement, par les partenaires, et puis négligés par les responsables des États africains, qu'il va falloir reprendre et relire. Quand je prends l'histoire de la Guinée, l'histoire du Mali, l'histoire du Burkina, le Burkina est à son 9e coup d'État. Donc, on peut accuser n'importe quelle autre puissance, mais qui a tué Lumumba? Qui a arrêté Modibo Keïta? Qui a arrêté Kwame Nkrumah? Et puis, quand on fait un coup d'État, on arrête le leader principal. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a les compagnons qui sont éliminés. Donc c'est toute une élite, toute une génération qui est éliminée. Donc si vous avez 5 coups d'État, il y a une rupture de 5 générations que vous encaissez là. Alors l'avenir c'est quoi, vous allez me dire? L'avenir c'est le dialogue, c'est la réflexion. Il faudrait premièrement, définitivement clarifier le rôle des armées en Afrique. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que finalement il faut intégrer les armées dans le mécanisme d'État pour éviter les coups d'État à chaque coin de la journée? Il faut en tenir compte et souhaiter qu'il y ait des militaires républicains qui puissent donner un rôle à la classe politique. Le deuxième aspect, c'est la classe politique. Chaque fois qu'un parti politique a été victorieux en Afrique, le traitement de l'adversité de cette équipe politique vis-à-vis de l'équipe perdante a été foudroyante, décevante. En démocratie, il y a un gagnant et un demi-gagnant. Il n'y a pas de perdant en fait. Mais chez nous, il y a le gagnant et le perdant. Donc le perdant est dans la haine, dans la frustration. Le gagnant est dans l'orgueil. Alors, il faut reparler de tout ça. Nous sommes très attachés à la notion de réconciliation parce que l'Afrique doit se réconcilier avec elle-même, avec son histoire. Lorsqu'on prend les grands héros, les Samori Touré, les Sikasso Tcheba, les Babemba et d'autres, Cheikh Omar Tall, l'Afrique a connu des grandes figures. L'Afrique du Nord
et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre ont des histoires communes et multiséculaires. Il faut réfléchir à ce que nous avons ensemble comme ressources et comme ressorts et voir quelle réponse donner, ma foi, en termes de développement. Maintenant, en termes de sécurité, il faut une gestion transnationale et transfrontalière des questions de sécurité. Il faudrait que le Mali, le Burkina et le Niger puissent s'associer lorsqu'un terroriste est poursuivi au Niger, que ceux qui le poursuivent au Niger puissent continuer à le poursuivre jusqu'au Burkina et même au-delà du Burkina jusqu'au Mali. Ce que j'appelle la gestion transfrontalière et transnationale des questions de sécurité. J'aurais une question à vous poser. Alors une toute dernière, parce que le temps nous presse. Quel type d'armes voyez-vous contre la corruption? C'est la question que me posait Nader Alami tout à l'heure. J'aimerais bien que vous apportiez votre propre réponse. La corruption est dans la perspective globale du partenariat entre les pays développés et les pays sous-développés. C'est-à-dire qu'il y a le corrompu et le corrupteur. La moralisation de la vie publique est du domaine de la loi. Il faudrait la transparence dans l'exercice de la loi. Mais lorsque les intérêts supérieurs des pays occidentaux sont protégés et que l'élite africaine est mal payée, mal entretenue, donc cette balance ou cette inégalité crée une sorte de frustration et les gouvernements, lorsque vous voyez les salaires des enseignants, les enseignants ils sont toujours en grève, les infirmiers chez nous ils sont toujours en grève. Et lorsque vous voyez la magistrature, dans les grands pays, dans les grandes villes africaines, il y a les avocats, il y a des juges. Dans les petites villes, il n'y a pas d'avocats. Alors que le conflit est une partie de l'être humain. Alors comment on gère les conflits et les crises dans les petites villes et comment on les gère dans les grandes villes? Dans les grandes villes, c'est la corruption. Malheureusement, les systèmes sont corrompus. Donc l'erreur que nous faisons maintenant en Guinée, notamment au Mali aussi, c'est de changer les hommes. C'est de changer les hommes. C'est le système qu'il faut changer. Ce n'est pas les hommes qu'il faut changer. Donc ce qui nous amène à la nécessité de la réflexion globale de notre histoire récente. Je vous remercie vraiment tous les deux pour votre participation, docteur Sékou Condé. Merci à vous. Merci Jean-Pierre Guénot. Merci. Et je vous dis quant à moi à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV.